Bon alors, coucou tout le monde, nous sommes toujours le mercredi 22 janvier, toujours ce réflexe de regarder la date, je vais continuer les petites vidéos qui vont faire suite aux vidéos qui précèdent, où je suis habillée de la même façon. Euh, je prends mes petites notes pour ne rien oublier. La semaine dernière, il y avait un peu une ancienne phrase qui était réapparue. Vous savez que je vous remets un peu les phrases anniversaires sur mon profil Facebook, et il y avait un peu cette phrase un peu comique: je n'ai pas eu la fève, alors vos petits soucis, hein. Voilà, c'est ça. Ça montre un peu, moi j'ai pas eu la fève, c'est le gros drame, alors je ne suis pas capable d'écouter vos problèmes. Souvent, quand on a des problèmes soi-même, parfois on n'est plus dans la capacité d'écouter les problèmes des autres. Est-ce que c'est problématique? Oui, réponse des guides. Je vous avais parlé dans une vidéo qui, je pense, sera déjà publiée. Je ne sais pas, parce que parfois ça se publie dans le désordre, que quand ma fille avait eu son Kawasaki, j'étais quand même en compassion pour les victimes des attentats, et je regardais avec assiduité, inquiète à l'époque, hein. Et les guides m'avaient dit: ce qui te semble naturel à toi, qui est très empathique, ils veulent pas dire empathe, non, ils veulent pas dire empathe, ils veulent dire empathique. C'est-à-dire que je suis dans une empathie, mais j'absorbe pas non plus les problèmes des autres. Je suis pas non plus dans un excès. Je sais faire la part des choses. Voilà. À côté de ça, les guides disent fort heureusement, sinon tu serais bien malheureuse à faire ce métier. Oui, inévitablement, hein. Voilà. Et les guides disent: il n'y a pas de quoi vous vanter de trop absorber les problèmes des autres. C'est dysfonctionnel, c'est à regarder de près. Ça veut dire que vous ne savez pas mettre les choses à leur juste place. Vous êtes trop en fusion, et c'est dysfonctionnel. Parce que les guides voient que parfois certains se vantent de ça sur les réseaux sociaux, un peu comme s'ils voulaient une médaille de: moi je suis donc la super gentille personne. Pas du tout, hein. C'est excessif, c'est dysfonctionnel, il n'y a pas de quoi s'en vanter. N'allez pas vous cacher un peu derrière ces trucs-là aussi pour avoir l'air... Non, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Voilà, c'est très dysfonctionnel. Donc oui, parfois, vous n'êtes pas capable de rester en empathie avec les autres quand vous avez un problème. C'est pas normal en fait, hein. Vous devez savoir rester connecté aux autres tout en restant connecté à vous, hein. C'est ça le juste équilibre, hein. Parce que dans ce cas-là, il y a parfois certaines personnes, ils savent tellement pas gérer leur émotionnel que quel que soit le souci qu'ils ont, même dans ce côté humoristique: je n'ai pas eu la fève, je suis pas capable d'être connecté à toi qui vis parfois 1000 fois plus compliqué que ce que moi je vis. Vous voyez un peu l'idée? Ça, c'est pas ok, hein. Faut regarder un peu la cohérence des choses aussi, hein. Donc si vous avez ce côté-là, que vous êtes trop nombriliste et narcissique, c'est quand même un énorme problème. Et là, on veut vous montrer un peu les extrêmes, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez des soucis, et des gros soucis, il est normal que vous ne soyez pas ultra réceptif aux petits problèmes en face de vous, tels que la personne qui n'a pas eu la fève, vous voyez? Voilà. Mais après, si vous êtes dans un extrême où vous, ce que vous vivez, c'est comme ça, et que vous n'êtes pas capable d'être connecté à la personne en face qui vit un truc comme ça, il y a un problème. Si vous, ce que vous avez vécu comme problème date d'il y a des semaines et des mois, et que depuis des semaines et des mois, vous n'êtes toujours pas capable de vous connecter à la compassion de l'autre, il y a un sérieux problème.
Vous êtes quand même un peu trop auto-centré sur vous. Là, on repart peut-être dans de la dalidite maladite, du narcissisme. Il y a quelque chose de dysfonctionnel. Vous voyez? Vous ne pouvez pas toujours vous réfugier derrière ça, que vous êtes hyper centré sur le truc que vous avez vécu depuis des semaines et des mois, vous n'arrivez toujours pas à vous relever, et vous en parlez tout le temps, et vous ne vous rendez même pas compte que vous n'êtes même pas en train d'écouter les gens en face de vous, qui eux sont en train de vivre des choses là maintenant, et vous êtes trop auto-centré sur vous. Donc il faut savoir aller mettre le curseur au bon endroit, il faut que ce soit équilibré dans le donner et recevoir, et un peu dans une forme de cohérence quand même. Et là, vous devez vous analyser sur tout ça. Il y a des gens qui n'existent qu'à travers le problème, et ils vont donc traîner un problème et un boulet au pied pendant des semaines et des mois, pour attirer l'attention. C'est toujours l'éternel problème, et ils n'ont pas l'air d'avoir envie de régler leurs problèmes. Ils ont trouvé leur joker pour exister à travers ça. Ça, c'est pas ok, c'est de la dalidite maladite. Et vous êtes censé être quand même dans un équilibre, à savoir écouter l'autre. Sinon, imaginez que vous soyez en couple, et parce que vous, par exemple, ça va pas au boulot, vous n'êtes même plus capable de soutenir votre conjoint qui, lui, peut-être a son parent qui est mourant. Ou lui aussi, ça va pas non plus dans son boulot. Les deux personnes, dans une relation, les deux personnes doivent savoir se soutenir l'une l'autre. Que ce soit amicalement ou que ce soit familialement, de base, parce que c'est rarement le cas. Il y a toujours un qui est en rapport de soumission les 3/4 du temps. Et aussi, surtout en couple. Donc inévitablement, par rapport à ce que vous vivez, vous êtes testé sur tout ça, pour voir si votre curseur, si vous êtes quelqu'un de humain, si vous n'êtes pas trop auto-centré sur vous, si vous savez quand même être connecté à l'autre, mais pas non plus être trop connecté à l'extérieur, ou au final, à trop écouter les autres, vous n'êtes même plus capable de vous écouter vous. Non, ça non plus, ça veut dire que vous êtes de nouveau en sacrifice. Et par rapport à l'écoute que vous avez et le soutien que vous apportez aux gens en face de vous, est-ce que vous êtes juste? Parce que si vous avez un vampire en face de vous qui lui se complaît dans les problèmes et qui veut tout vous prendre, et que de ce fait-là, pour tout donner à cette personne, vous n'avez plus le temps pour l'autre personne à côté qui, lui, va 90% du temps bien et 10% du temps ne va pas, que vous estimez que cette personne, elle est forte, donc qu'elle se démerde, non, ça, c'est pas ok. Donc, inévitablement, vous avez un peu tous ces cas-là dans la vie. Et est-ce qu'à chaque fois, vous savez mettre le curseur au bon endroit? Est-ce que vous êtes équilibré? Est-ce que vous savez analyser et savoir donner en conséquence de façon équilibrée et cohérente, ni excessive, ni être dans le trop peu à ne rien donner du tout? Vous êtes évalué sur tout ça. Donc, inévitablement, essayez d'observer, de vous rappeler un peu comment vous fonctionniez avant. Sans doute, vous n'avez pas été parfait, c'est logique. Parce que quand on ne sait pas encore gérer son émotionnel, on est un peu imparfait. C'est pas évident d'apprendre à gérer son émotionnel. Et en fonction de la tuile qui vous tombe sur la figure, il y a des tuiles qui sont quand même un peu plus compliquées à gérer émotionnellement que d'autres. Donc il y a des situations où on s'en sort plutôt bien, puis il y a des situations où on a très mal géré tout ça. Et comment vous avez géré par rapport à vous? Comment vous avez géré avec les gens en face de vous?
Est-ce que vous vous êtes décentré de vos valeurs parce qu'il y a eu une tierce qui a apparu et qui vous a tout pris, qui a réussi, voilà. C'est tout ça que vous allez devoir évaluer et voir si vous avez évolué entre-temps et si vous vous améliorez là-dedans. Dans les vidéos précédentes où j'ai la même tenue, je vous ai expliqué que moi, j'ai connu tellement de gens qui n'existaient qu'à travers leurs problèmes qu'inévitablement j'ai développé une peur de leur ressembler et qu'inévitablement j'ai ce mécanisme un peu impulsif. Je ne sais pas si c'est impulsif. Impulsif, c'est pisté par, enfin, c'est impulsé par l'ego et éventuellement par une peur. Ou si c'est un mécanisme spontané, c'est-à-dire lié de ma personnalité profonde, c'est pas la même chose. Et ben, je vais poser la question directe, comme ça j'aurai la réponse. Est-ce que moi, mon mécanisme, il est impulsif ou spontané? Ça va être compliqué de démêler ça. Impulsif ou spontané, de me bloquer à pas avoir envie de ressembler. Vous voyez? C'est parce que j'ai donné toute l'explication et que quand c'est en fonction de comment je vis, c'est-à-dire que parfois il y a encore l'intention impulsive, je vous l'ai expliqué dans la vidéo, que c'est par peur de ressembler, mais j'ai quand même ce trait de personnalité de ne pas avoir envie de, parfois. Donc ça, je ne vais pas refaire la vidéo précédente, c'est pour ça que j'ai eu la contraction sur les deux. Celui qui ne vit qu'à travers ses problèmes, c'est sa blessure d'abandon. Et en ce moment, on retravaille quand même beaucoup la blessure d'abandon. Ce côté où je veux être en fusion avec les autres, donc comme je suis très dépendant affective, j'ai besoin d'attirer l'attention pour recevoir de l'attention, et les autres sont responsables de mon bonheur et de mon malheur. C'est leur rôle de venir me... J'ai une attente envers eux. C'est pour ça que je suis toujours en train d'essayer d'attirer l'attention par tous les moyens. J'estime qu'en plus, ils doivent, vous voyez? Donc moi, je suis un peu en train de travailler cette libération de cette mémoire, qui, je pense, c'est un truc qui est là, pas que de cette vie. Hein. Ça remonte à des vies antérieures. Hein. Parce que je sens bien que c'est la mauvaise racine là que je dois désherber sans arrêt. Cette peur de ressembler à ces gens-là, hein, c'est viscéral à l'intérieur de moi, c'est... Voilà. Je ne sais pas, je vais le demander en direct, si c'est parce que moi-même j'ai été comme ça dans d'autres vies. Non. D'accord? Donc j'ai dû souffrir beaucoup de ces gens-là. Ok. De ces gens qui prenaient toute la place. C'est pas facile hein, d'apprendre dans ces cas-là à prendre sa place. Pour moi, je pense que ça a été le fil conducteur le problème de ma vie. Inévitablement, il y a toujours un peu ce côté, il ne faut pas que ce soit ma peur de déranger qui soit le fait que je me bloque. Non, je ne dois plus être impulsée par une peur de déranger. Il faut que ce soit aligné avec moi, que non, ça c'est intime, j'ai pas très envie, mais j'en parle à des gens dans l'intimité. Voilà, vous voyez, c'est ça le juste équilibre. Hein. C'est toujours d'une même action, ça peut être ok ou pas ok en fonction de l'intention, de comment vous avez pensé en fait. Donc une façon d'agir peut être ok pour votre voisin qui lui pensait de telle façon et sur vous ça ne sera pas ok parce que vous pensiez autrement en fait. Et c'est comment vous avez pensé qui n'est pas ok en fait. C'est ce qui a impulsé, vous savez quand on est aligné c'est ce que je pense, je le dis, je le fais. Ouais mais vous pensiez quoi en fait? C'était quoi la pensée? C'est ça en fait. Hein. On ne fait pas de l'à peu près, hein, on fait du précis. C'est ça en fait. Par rapport à tout ça,
Ah bah, je suis contente parce que quand je relis les notes, il y a quand même des choses que j'ai déjà évoquées dans les vidéos précédentes, où j'ai dit que si c'était dur pour vous de parler, il fallait écrire, hein, oui. Après, là, je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Ça fait 10 jours que j'ai écrit des notes. Que le runner a une grosse blessure de rejet. Ok. Donc, son enfant intérieur, il ne l'écoute pas. Non, il est divisé de son enfant intérieur. Il n'en tient pas compte. Il n'écoute pas l'émotionnel de son enfant intérieur. Lui, il écoute le serpent. Il écoute là, il n'écoute pas là. Il n'écoute pas le cœur, il écoute ça. Le serpent. Et par rapport à ça, parfois le runner, ah c'est ça, c'est une anecdote que j'ai eue en consultation. Le runner, parfois, il a été coupé dans sa vie de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il n'a plus parlé à certaines personnes dans sa vie pendant un certain laps de temps. Amis, famille, voilà. Et en fait, à chaque fois qu'il doit exprimer quelque chose à cette personne avec qui il a renoué, c'est comme s'il se bloquait et s'interdisait de verbaliser certaines choses par peur d'être coupé de nouveau de cette personne. C'est-à-dire qu'il part du principe que j'ai ma mémoire du passé où j'ai été coupé de cette personne, je ne peux pas verbaliser des choses car je suppose que cette personne va mal réagir. C'est une supposition, hein, c'est un jugement. Je me fais un scénario catastrophe. J'imagine le pire, soi-disant pour me protéger. Pas du tout, ça protège de rien. Un scénario catastrophe ne protège pas. Parce qu'à la fin, vous dites donc rien, donc vous subissez de la souffrance. C'est masochiste. C'est incohérent. C'est pas un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de souffrance. Hein. Regardez bien la globalité de la situation et voyez l'aberration. Donc, je ne dis rien parce que j'ai peur de reperdre cette personne. Bah, le runner, ce qu'il vit là, c'est ni plus ni moins que ce que le chaser vit du début à la fin du parcours. C'est que il est urgent que je ne dise rien à mon runner, parce que mon runner, dès que je dis ça, il me punit en se barrant. Donc moi, j'ai que le droit de me taire. Parce que sinon, je vais être puni. Et il va falloir qu'à un moment, se taire devienne de plus en plus souffrant parce que je subis, pour oser exprimer, au risque de perdre l'autre. Et c'est exactement ce que le runner va devoir vivre. J'ai toujours expliqué que ce que le runner a fait subir à sa chaser, ça part dans une dette et il doit tout revivre. Donc lui, il le revit, il paye sa dette avec d'autres personnes. Oui, parce que la punition parle... De toute façon, ce qu'il suppose, c'est ce que lui fait. Donc il suppose que tout le monde fonctionne comme lui. Non, il y a des gens à qui on peut parler. Lui, le runner, on ne peut pas lui parler parce qu'il est évitant. Et le évitant, il vit tout comme un rejet. La moindre critique, c'est un drame. Il est susceptible, puissance 10 000. Il a besoin de nettoyer cette hypersensibilité à la critique. On ne peut rien lui dire. Il se vexe comme un pou. Il fait la gueule. Il boude. Il s'éloigne. Il punit. Il ghoste. Il se barre. Et pour lui, c'est urgent de ne pas parler. Non, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Au final, j'ai eu certains runners qui ont eu des défis de communication avec des autres personnes. Et à un moment, ils ont un peu libéré leurs paroles par écrit. Et en fait, à un moment, rien que le fait d'avoir fait l'action, d'avoir envoyé le courrier à la personne concernée,
ça les avait vidés. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, que je remettrai en dessous. La vidéo où j'ai dit quel masochisme de fonctionner de la sorte. Ah, je me suis sentie libérée. Et en fait, je me suis tellement sentie bien que je m'en fichais même de savoir comment la personne réagirait quand elle recevrait le courrier. Je me sentais tellement bien de l'avoir fait que, quelle légèreté. Je m'étais soulagée d'un poids, délestée d'un poids. Je me suis libérée, j'ai libéré ma parole. Que, rien que ce bien-être-là, c'était un cadeau. Peu importe que la personne comprenne ou comprenne pas, me répondent ou me répondent pas. Et ça, c'était pas un défi avec Chaser, hein. Non, c'était un défi avec une autre personne, d'accord? C'est génial. En fait, le Chaser, c'est ça qu'il doit apprendre sur son parcours. C'est apprendre à libérer la parole parce que je libère un truc, là j'en peux plus, là j'ai besoin de dire. Et, tant pis comment il le prendra, de toute façon, je suis en souffrance en parlant pas. Donc au bout d'un moment, ma souffrance intérieure passe avant. Et advienne que pourra. On le sait, le chaser, à un moment, il doit verbaliser tout ce qu'il reproche à son runner. Mais le runner, il y en a combien qui accueillent ça positivement? Les 3/4 du temps, le runner, il ghost. Parfois 2 semaines après, il n'a toujours pas répondu. Là, on a compris qu'il répondra jamais, en fait. Donc la chaser, elle bloque. Elle se dit, ça me fait trop mal de voir que cette personne continue de se connecter et ne me répond même pas, même après 2 semaines, quoi. J'ai quand même laissé 2 semaines pour lui donner la possibilité de parler, de s'excuser ou d'argumenter s'il n'était pas d'accord. Non, en 2 semaines, pas voulu. Je méritais même pas qu'il use sa salive. Qu'est-ce que je fais? Ça me fait trop mal de voir qu'il m'ignore comme ça. Je préfère bloquer pour plus le voir se connecter. Parce que visiblement, pour lui, la vie continue. Ça n'a pas l'air de le déranger. De me voir en souffrance, ça n'a pas l'air de le déranger, en fait. Et en fait, il y a tous ces schémas-là. Inévitablement, la chaser, à un moment, sa priorité, c'est de dire. C'est de dire. Inévitablement, elle gardera cette mémoire que j'ai parlé à mon runner. Ça a complètement fait foirer notre relation. C'était donc une relation qui était basée sur tais-toi et subis. Inévitablement, la chaser, elle aura d'autres défis avec d'autres personnes dans le futur, où elle va devoir se dire quoi? Ah ouais, mais si je fais la même chose là que je dis, ça va être le même truc. Elle va devoir se rappeler le bien-être ressenti et que advienne que pourra. C'est ça. C'est typiquement le type de défi que vous avez en effet miroir à vivre. Parce qu'une relation où vous êtes obligé de vous taire et vous n'avez le droit de rien exprimer, c'est pas ok en fait. C'est pas ok. Si on vous punit par le rejet ou l'abandon, c'est pas ok en fait. C'est pas une relation équilibrée. La relation ne pourra jamais fonctionner. Donc, inévitablement, avant qu'il y ait reprise de relation, vous êtes testé sur tout ça, sur votre capacité à être mature là-dessus avec d'autres personnes et savoir être cohérent. Parce que si c'est être dans la pardonnite aiguë avec votre pervers narcissique et le faire rentrer dans votre vie alors que non, cette personne-là, vous deviez enfin la dégager avec un gros coup de pied, vous êtes testé sur vos cohérences. Est-ce que vous savez faire la différence? Et ouais. Mais il y a assez de vidéos pour vous expliquer tout ça, et en coaching, on travaille au cas par cas sur les situations que vous avez. Donc voilà. Ce runner m'a expliqué que rien que pendant qu'elle écrivait, rien que le fait d'écrire, c'était comme si ce qu'elle évacuait ne lui appartenait plus. Non, c'était hors d'elle. C'est ça. D'un seul coup, ça ne lui appartenait plus. Elle n'avait plus à le porter. Il y avait la libération instantanément. Oui.
C'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand il y a un problème, je préfère en parler tout de suite. C'est pour m'en libérer, en fait. C'est parce qu'à l'intérieur, ça fait pas du bien. Hein. Plus vous êtes reconnecté à votre corps, plus vous le sentez à l'intérieur, cette torture. Oui, c'est sûr, un rigide, lui, il n'est pas connecté à ses sentis. Donc lui, c'est facile hein, d'étouffer. Hein. Il est coupé du matin au soir. Ouais, mais on va vous faire péter votre blessure d'injustice. À un moment, vous allez les ressentir, vos émotions. On va vous faire vivre des épreuves qui vont venir vous péter tout ça, hein, qui vont vous faire reconnecter à vos émotions. On va vous péter hein, votre forteresse. Et si les événements qu'on doit vous faire vivre pour péter la forteresse, ils doivent aller crescendo, ils iront crescendo. Hein. Mais on vous reconnectera à vos émotions. Vous êtes un robot sinon. C'est pas possible. J'ai un runner qui m'a témoigné également que tous ces masques sont tombés d'un coup. Genre, pam. On aimerait bien qu'il en soit de même pour tous. Ça serait plus rapide, hein. Bah ouais, mais malheureusement, c'est pas le cas. Par rapport aux notes que j'ai prises, j'ai loupé un défi d'Alidite. Je n'ai pas assez de Dalidite. Je l'ai dit dans la vidéo de la révision 13. J'étais un peu saoulée dans cette introduction de cette révision parce que je vous ai dit, voilà, j'ai pas assez de Dalidite, mais c'est pas naturel chez moi. Ça me gave de me forcer à être dans la Dalidite. Et en fait, j'ai pas eu assez de Dalidite sur ma fête, la Sainte Peggy. C'était le 8 janvier. Je l'ai évoqué brièvement en début de vidéo, comme ça. Et en fait, ça fait 2 ans, à peu près, que les guides veulent que je fasse un article là-dessus. Pour que je vous parle de la signification de mon prénom. Et je ne l'ai jamais fait. Pourquoi j'ai jamais fait? Parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie. Je trouvais cette idée naze. Vous savez pourquoi je trouvais cette idée naze? Je trouvais ça hyper mégalo. Faire un article sur mon prénom. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Bah, c'est la signification en fait. La signification est tellement belle que j'avais dit au guide, non mais vous foutez de moi, vous voulez que j'aille faire un article là-dessus, mais ça fait hyper mégalo. ce côté d'Alidite, très peu pour moi, quoi. Non, ben non, j'ai pas voulu, en fait. J'ai pas voulu. Ça a dérangé les guides. Il m'avait quand même un peu poussé à dire naturellement au début de vidéo que c'était la Sainte Peggy ce jour-là. Et j'ai une de mes piou-piou, que je remercie infiniment, qui m'a envoyé un cadeau suite à ça. Et vous allez savoir donc la signification et pourquoi je voulais pas en parler. Je remercie infiniment cette piou-piou parce que c'était très touchant pour le coup. Je sais que certains d'entre vous avaient des cadeaux de type cadeau de Noël, même à leur fête. Alors moi, pas du tout. Déjà que j'en avais pas à mon anniversaire, alors j'allais pas en avoir pour ma fête, hein. On me l'a jamais souhaité. Sainte Peggy, ça passe souvent entre les mailles, hein. Voilà. Donc, pour le coup, je vais vous lire ce que j'ai eu en courrier. J'ai fait des recherches sur la signification de ton prénom. Peggy vient du persan. Persan, j'ai un chat persan. Du persan margiritis, qui signifie... Et c'est ça que j'assumais pas.
perle qu'elle m'a offert. Un pendentif. Et vous voyez, en plus, aujourd'hui, j'en porte. Perle. C'est beau, hein? C'est super beau, en fait. Oui, c'est super beau. C'est parce que c'est tellement beau que je ne l'ai pas assumé. Moi, je rigole, mais ça fait pas marrer mes guides. Les guides disent, hein, mon manque de dalidite et mon manque de confiance, c'est une calamité. Non, mais je m'en rends compte, hein. Je m'en rends compte. Mais vraiment, hein. Mais vraiment, j'ai négocié pour en parler en vidéo, mais je dis, mais je ferai toujours pas d'article, c'est pas... Non. Non, ça... Peut-être l'année prochaine. On verra. J'ai encore évolué un petit peu, mais là, non, 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 non. Par contre, j'ai fait des ongles perlés. Non, ça les fait pas marrer non plus. Donc, c'est... Voilà, Peggy vient du persan margueritis. Oh, mon chouchou. Il est là, justement, mon chat. Qui signifie perle. C'est également un diminutif de Margaret. Sainte Peggy était une princesse anglaise qui renonça à son titre afin de vivre en ermite avec son frère. Ah, j'avais pas de dalidite. Hein. Peggy, elle a pas de dalidite. Elle a renoncé à son titre de princesse. Visiblement, les Peggy, elles en ont rien à foutre du fric. Hein. Pour vivre en ermite. Humblement. À la mort de son frère, elle entreprit un pèlerinage à Rome. Je suis toujours pas allée à Rome, mais ça fait partie des destinations que je souhaite faire. À la fin duquel, elle mourut en prière. C'est beau, hein? Ça m'a énormément touchée de recevoir ça. Et puis là, j'y ai vu un signe. Je me suis dit, si là, j'en parle pas, je vais m'en prendre une. Donc, comme je refuse de faire un article, je le fais en vidéo. La négociation est OK. J'ai fait un effort quand même. Vous êtes témoin, j'ai fait un effort. Je suis un peu dans l'évitement de mon défi. Hein, parce que là, j'ai plus tourné sur le cadeau que sur la signification de mon prénom. Vous pourrez toujours aller faire des recherches sur mon prénom. Vous verrez, les significations sont très belles et c'est pour ça que je voulais pas les... Après, souvent, les significations des prénoms sont toujours jolies. Hein. Même un pervers narcissique qui aurait un prénom pourri, il croirait que c'est un demi-dieu. Hein. Mais voilà. Il y a ça aussi, en fait. C'est encore ça. Bah ouais, c'est encore ça. Bah ouais. Inévitablement, je me dis, bah imaginez que... je sais pas, la nana, elle est con comme un boulon, elle s'appelle Noémie. Que la définition du prénom Noémie, elle est merveilleuse. Ah bah, l'autre, allez, vas-y le melon, on l'a encore plus. Hein. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait. Dans le livre Conversations étranges de Émile Yam, qui est d'ailleurs un livre que je vous conseille fortement, parce qu'on voit comment fonctionnent les guides en coulisses. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos dessus. On parle beaucoup des prénoms. On parle beaucoup des prénoms dedans, et de faire attention aux prénoms. Souvent, faites attention aux prénoms, parce que sur un même prénom, vous allez identifier un type de personnalité dans la vraie vie, hein, pas dans la signification ou quoi que ce soit spécialement, parce que les significations souvent sont très jolies avec plein de paillettes, voilà.
Mais dans la vraie vie, vous allez identifier, par exemple, je sais pas moi, si vous connaissez 3 Nathalie, vous allez comme identifier un trait de personnalité derrière ça. Et vous pourriez trouver un trait de personnalité identique sur des prénoms très proches. Genre, je sais pas moi, Julie, Julia. Vous voyez? Et vous pourriez identifier des traits de similitude. Faites, moi je joue beaucoup à ça en coaching, en disant, ah, t'as rencontré une personne qui s'appelle comme ça, souvent les prénoms comme ça, ils ont telle personnalité, en fonction de moi ce que j'ai connu. Et ça reboucle souvent. Il y a souvent un jeu sur les prénoms. Ça peut être une synchronicité. Donc, bah voilà, si jamais vous avez identifié, essayez de réfléchir à cette histoire de prénom. Et puis, dites-moi en dessous si vous avez en effet connu plusieurs prénoms identiques ou vous avez repéré déjà des similitudes dans ces prénoms-là. Voilà, à bientôt.